allons donc reprendre cette matinée avec le deuxième grand temps qui va consister tout d'abord en une présentation d'environ combien 30-45 minutes, Karine, c'est ça? Avec un petit temps d'échange. Une présentation donc des travaux et en particulier des résultats du programme ANR ASIC qui va être une présentation donc polyphonique par les représentantes des 3 laboratoires de recherche français, parce que Karine le dira, il y avait aussi une part de laboratoires de recherche en Grande-Bretagne. Donc les 3 laboratoires côté français qui ont travaillé sur l'absorption des capacités d'innovation dans les PME. Donc Karine Dominguez-Perry du laboratoire CERAG, Marianne Ledin du laboratoire GESCOP et Agnès Fron du laboratoire d'informatique de Grenoble vont donc vous présenter ces résultats. Je passe la parole tout de suite donc à Karine. Merci Fabrice. Alors comme disait Fabrice, on va vous présenter un aperçu des résultats du projet de recherche ASIC qui est support à cette journée. Bien sûr, c'est difficile de résumer en 30-40 minutes 4 années d'études. Donc on va vous donner certains éléments. Et le but, c'est bien sûr de susciter les débats, les échanges qui pourront se poursuivre à la suite de cette journée. Et je rappelle, dans la petite pochette d'accueil, vous avez une feuille où on recueille toutes vos questions d'intérêt sur ces thématiques, réactions, vos points d'étonnement. Alors, le contexte de notre étude, la capacité d'absorption des PME en réseau d'innovation collaboratif, Jérôme Lopez a très bien introduit notre sujet tout à l'heure. Il a dit 98% d'entreprises de moins de 20 salariés. Nous avions retenu dans ce projet une définition européenne des PME et donc qui incluait les très petites entreprises, donc de 1 à 250 salariés. Ces PME, elles sont souvent en situation de survie et elles savent que l'innovation est pour elles une source de compétitivité majeure. Elles rencontrent plusieurs barrières à l'innovation du fait de leurs ressources limitées, ça a été dit par les interventions ce matin, et elles n'ont pas toutes les connaissances à leur disposition pour innover. Elles doivent donc faire appel à des connaissances complémentaires nécessaires, à des réseaux, pour partager également des risques et des bénéfices. Alors ces réseaux d'innovation collaboratifs, ils ont été aussi introduits ce matin, et c'est ceux que nous avons retenus dans le projet. Plusieurs configurations. Nos configurations favorites, c'était des PME qui travaillaient entre elles, donc toujours des entités hétérogènes, avec une autonomie d'action et de décision, qui vont avoir des échanges réguliers de connaissances pour un moment co-construire des choses ensemble qui donnera l'innovation finale avec un objectif d'innovation mutuellement bénéfique. Dans certains cas, on avait un laboratoire de recherche dans nos réseaux d'innovation collaboratif et dans un cas seulement, un grand groupe, mais dans ces cas-là, on excluait les relations client-fournisseur et on était vraiment sur un réseau de PME qui avait une autonomie d'action sur le projet d'innovation. Alors, cette fameuse capacité d'absorption, c'était notre concept central. Je vais essayer de l'expliquer simplement. Et en général, quand on échange avec les PME, on arrive à se comprendre. En fait, la capacité d'absorption, elle peut se résumer en 4 dimensions. La première dimension, c'est l'acquisition. L'acquisition, c'est identifier des connaissances externes à mes connaissances internes et qui vont être complémentaires aux miennes et être capable de les intégrer en interne. Alors les intégrer, c'est plus que ça. En fait, il faut les assimiler. C'est la deuxième action. Les assimiler, ça veut dire les analyser, les comprendre dans mon organisation et être capable de les disséminer. Autre étape, la transformation. Une fois que je les ai intégrés, assimilés, eh bien, il faut que je les combine avec mes connaissances internes, ma propre base de connaissances, pour arriver à la dernière étape qui est l'exploration, en faire quelque chose de nouveau. Alors, selon les auteurs, cette capacité d'absorption, elle est décrite en 4 dimensions, ou parfois, pour simplifier, en 3, parce que c'est difficile en pratique de vraiment différencier l'assimilation de la transformation. Et donc, c'est ce que nous avons retenu pour le projet ASIC, une définition de la capacité d'absorption en 3 dimensions, l'acquisition, l'assimilation et l'application. Alors, il faut voir cette capacité d'absorption, finalement, comme des formes de dynamique qui vont être itératives tout au long d'un projet d'innovation. Il va y avoir plusieurs boucles de capacité d'absorption qui vont faire interagir des connaissances et des pratiques d'acteurs. Alors ce projet ASIC, il avait 3 grands objectifs. Un premier objectif qui consistait à caractériser ce concept,
On a fait une revue de littérature sur les différents types de connaissances qui étaient mobilisées dans ces projets, les différents types de pratiques également. Et on a été amené à réfléchir aux méthodes d'innovation qui permettaient de favoriser la capacité d'absorption. On a ensuite essayé de mesurer cette capacité d'absorption en élaborant une grille de maturité, mais aussi de modéliser les pratiques grâce à un outil informatique ISACAP qui sera présenté par Agnès Front, ma collègue du LIC. Alors en termes de méthodologie, nous avons fait des revues de littérature sur le sujet, nous avons conduit plus d'une centaine d'entretiens individuels, nous avons diffusé 2 questionnaires et fait plusieurs sessions de groupe qui réunissaient des managers d'une même entreprise. On aurait bien aimé réunir au moins 2 entreprises d'un même projet d'innovation collaborative, mais en pratique, c'était difficile de mobiliser les PME. Et donc je remercie celles qui se sont impliquées dans le projet et qui nous ont permis d'avancer pour arriver à une dizaine d'études de cas. Et on a essayé de contraster avec des industries dites traditionnelles, textiles, mécaniques, santé, agroalimentaire, et des industries du digital, donc du logiciel et du multimédia. Et on a mobilisé ces PME grâce notamment aux pôles de compétitivité qui nous ont fourni des terrains. Et on a travaillé avec 2 universités anglaises, l'université de Liverpool et de Bradford, sur des régions qui étaient semblables à la région Rhône-Alpes en termes de nombre de PME. Alors, innover, ce n'est pas seulement une question d'illumination Eureka, c'est aussi de la méthode, ou plutôt des méthodes. La capacité d'absorption, on a vu qu'elle facilitait l'innovation, ça on le sait. On sait aussi que l'innovation est facilitée par différentes méthodes, techniques et outils d'innovation, qu'on a défini de façon assez large, comme un ensemble d'outils, de techniques et de méthodologies qui aident les entreprises à s'adapter aux évolutions afin de relever les défis du marché de façon systématique. C'était ce qui était mentionné tout à l'heure, favoriser l'innovation par des méthodes en interne. Alors quand on s'intéresse à ces méthodes, en fait, il y en a pléthore. Donc une des problématiques qu'on a, c'est comment peut-on les catégoriser pour essayer de s'y retrouver et aider les PME à terme à s'orienter dans leurs choix. Alors, je vais vous présenter ici la première partie des résultats, qui est une forme de catégorisation de ces méthodes techniques et outils d'innovation. La deuxième partie du résultat, on travaille actuellement sur les critères d'orientation des entreprises sur ces différentes méthodes, et c'est un objectif qui sera en partie discuté sur l'atelier 1 cet après-midi. Alors, quand on regarde ces méthodes d'innovation, il y en a 3 grands types. Tout d'abord, des méthodes qui sont principalement issues de la pratique, donc de praticiens, de cabinets de conseil, d'entreprises elles-mêmes qui mettent en place leurs propres méthodes, pourquoi pas. Un deuxième type de méthodes qui sont principalement issues d'une démarche scientifique et qui font l'objet de publications scientifiques. Et puis, on a tout un tas de méthodes hybrides. Il suffit d'aller sur le web, de taper « méthode d'innovation » et vous allez en voir un nombre conséquent. Alors, sur les résultats que nous présentons aujourd'hui, nous nous sommes focalisés sur les méthodes issues principalement des démarches scientifiques et qui ont fait l'objet de publications scientifiques. Donc elles ne sont pas toutes représentées. C'est un regard qui est regard un petit peu de la science actuelle sur ces méthodes techniques et outils d'innovation. Alors, à quoi servent ces méthodes? Elles ont de multiples vertus, nous dit la littérature. Elles améliorent la flexibilité et l'efficience. Elles améliorent le temps d'accès sur le marché. C'était quelque chose qui était mentionné ce matin comme crucial. Elles permettent de recueillir des informations marketing, mais aussi de mieux manager ses connaissances en interne. Alors pour cartographier ces méthodes d'innovation, nous avons procédé de la façon suivante. Nous avons d'abord réalisé une revue de littérature. Nous avons eu plusieurs réunions de recherche pour présenter ces méthodes techniques et outils. Nous avons échangé avec des praticiens. Et enfin, nous avons réalisé une analyse bibliométrique avec un logiciel qui s'appelle VosViewer, qui a permis de faire émerger les méthodes techniques et outils les plus citées par une analyse de co-citation. L'intérêt des analyses de co-citation, c'est qu'elles permettent de faire apparaître des grandes écoles de pensée et des proximités entre ces méthodes techniques et outils. Alors, on a rassemblé les 10 MTO les plus cités. La méthode d'innovation la plus citée, c'est le design thinking. Vous en avez tous entendu parler. Elle rassemble aujourd'hui, c'est assez important, et là c'est à partir de 2 bases de données scientifiques qui sont EBSCO et Web of Science, entre 40 et pratiquement 60% des publications. Un deuxième groupe de méthodes les plus citées, c'est CK et TRIZ, qui rassemblent entre 30 et 40% des publications scientifiques. Et enfin, un troisième famille, on appellera de méthodes, qui sont celles autour orientées business, le Business Model Canvas étant la plus connue, et qui rassemble entre 5 et 7% des publications scientifiques.
Alors, la cartographie des méthodes d'innovation, la voici. Alors, c'est difficile en quelques mots de présenter une cartographie. Je vais essayer de vous donner un petit peu la substantifique moelle sur chacune de ces familles de MTO qu'on a représentées et par rapport aux discussions qu'on a eues, aux échanges avec les praticiens, ce qui fait d'après nous un peu le plus le coup de cœur et puis les limites de ces méthodes pour innover dans les organisations. Alors il y a une première famille de méthodes qu'on appelait les méthodes ingénieriques de l'école russe avec comme méthodes les plus connues TRIZ et AZIT. Une deuxième famille qu'on appelait les méthodes ingénieriques de l'école française, avec CK et son application KCP qui font partie des plus connues. Les méthodes orientées plutôt sur l'émotionnel et l'humain, avec le design thinking, troisième famille de méthodes. Quatrième famille de méthodes, des méthodes orientées business, avec le modèle Business Model Canvas, qui fait partie des plus utilisés en organisation. Une cinquième famille de méthodes orientées créativité, avec le CPS. Et enfin, des méthodes orientées connaissance avec le modèle CECI. Alors, concernant les méthodes ingénieriques russes, je vais simplement parler de TRIZ et l'évoquer. TRIZ, théorie de la résolution inventive des problèmes. Elle sert à résoudre des problèmes d'innovation complexes sur des objets techniques et à partir d'analogies de problèmes. Pour cette théorie, inventer, c'est résoudre des contradictions sur un produit existant. Et la méthode va donner toute une démarche de résolution de problèmes qui va permettre de naviguer entre des problèmes concrets, aller vers de l'abstraction pour trouver des solutions génériques, puis revenir à des solutions spécifiques, terrain, concrètes par rapport aux organisations. Elle nous donne un ensemble d'outils, un des outils les plus connus, ce sont les 40 principes d'invention. Alors une contradiction, c'est quoi? Une contradiction, c'est la juxtaposition de deux propositions qui sont a priori antagonistes, contradictoires. Et l'intérêt de TRIZ, ça va être de rassembler ces deux propositions pour inventer quelque chose de nouveau. Un exemple très simple, le pneu d'un VTT doit être à la fois lisse pour rouler sur une route et cranté pour évoluer sur une surface tout-terrain. Donc c'est l'assemblage de ces deux propositions, en les surmontant, qui a permis de créer le VTT. Alors, avantages et limites de ces méthodes ingénieriques russes, pour nous, ce qui fait le coup de cœur un petit peu de ces méthodes, comme d'autres, c'est qu'elles ont permis de débloquer les phénomènes d'inertie mentale. L'inertie mentale, intuitivement, on sait tout ce que c'est, mais c'est par exemple le président de la société Dell Corporation, qui est aujourd'hui Hewlett Packard, je sais qu'il y a quelqu'un de Hewlett Packard dans la salle, qui disait en 1977, aucun particulier n'aura envie, a priori un jour, d'un ordinateur chez lui à domicile. Voilà, c'est assez intéressant comme forme d'inertie mentale. Intérêt de ces méthodes, c'est une méthode robuste qui a été construite initialement à partir de 1946 sur l'analyse de 40 000 brevets, donc c'est un travail drastique et qui est riche en résultats. La limite de ces méthodes, c'est qu'elles visent uniquement les produits techniques et puis pour intégrer ces méthodes et les utiliser, elles demandent un investissement temps-ressources qui est relativement conséquent. Méthode ingénierique française, la plus connue, c'est la théorie CK. C pour concept, K pour knowledge. L'objectif ici, ça va être de générer des concepts d'innovation radicale sur une phase d'idéation. Il faut sortir des effets de fixation, on retrouve un petit peu l'inertie mentale précédente, et CK va proposer de naviguer entre deux espaces. Sur la droite, vous avez l'espace des connaissances. Donc les connaissances, ce sont des propositions qui ont un statut logique, ça veut dire qu'ils sont considérés comme vraies ou fausses, à un moment donné dans une communauté d'acteurs. Okay. Et puis sur la gauche, vous avez des concepts. Donc les concepts, ça va être la proposition de problème nouvelle à laquelle on veut s'atteler. Et CK va nous inviter à naviguer entre connaissances et concepts pour innover. Alors un petit exemple, notre problème initial, qui est issu de l'article d'Hatchfeld et Weil de 2002, concevoir un bateau volant qui ne soit pas un hydravion. Eh bien, pour concevoir un bateau volant qui ne soit pas un hydravion, je vais aller voir les connaissances mobilisées existantes, je vais m'intéresser aux connaissances sur les avions, sur les montgolfières, et puis je vais aller chercher des connaissances plus originales en zoologie, et tiens, je vais découvrir qu'il existe un poisson volant. Et en étudiant l'aérodynamisme de ce poisson volant, eh bien, je vais réinterroger mon concept, et la proposition initiale, ça va être voler comme un poisson volant. Et ça va donner lieu à la création de l'hydroptère. Voilà. Alors, ces méthodes ingénieriques françaises, leur force, c'est un fort ancrage théorique. Elles sont puissantes théoriquement. Et aujourd'hui, elles amènent des résultats en termes de conception innovante qui a fait déjà ses preuves. La limite, c'est qu'elles sont centrées sur la conception
donc elle ne touche pas au développement et à la commercialisation de l'innovation. Et enfin, il n'y a pas forcément d'hypothèse très claire qu'on essaye d'utiliser ces méthodes sur qu'est-ce qu'un concept et qu'est-ce qu'une connaissance. Et la frontière entre les deux, pour circuler sur ces deux espaces, n'est pas forcément toujours évident. Troisième famille de méthodes, en vert sur la cartographie, les méthodes orientées émotionnelles ou encore très centrées humains. Et la grande représentante, c'est le design thinking, qui fait l'objet de la majorité des publications. L'objectif, c'est d'innover dans toutes les phases de conception, de l'avant-projet à la mise sur le marché. Alors, le design thinking propose un ensemble d'outils qui sont issus des métiers des designers pour innover dans tous les champs avec une approche pluridisciplinaire. Et il propose 4 techniques qui sont des techniques classiques, l'observation, le storytelling, l'expérimentation par prototypage et le brainstorming. Alors, un des schémas qui synthétise bien ce qu'est cette école et le design thinking, c'est la Design School de Stanford, qui est la première à avoir développé cette méthode. Stanford, c'est 1960. Depuis, il y a eu d'autres écoles du design, notamment à Paris, qui ont émergé. Et ce qui fait dans ces phases, qui sont décrites parfois en 8 étapes, 4 étapes, etc., le plus intéressant et ce qui la singularise, c'est la première étape d'empathie. L'empathie, c'est arriver à s'immerger dans les besoins des utilisateurs finaux ou des prospects pour comprendre leurs émotions, leur vécu par rapport aux produits ou services qu'ils auraient proposés. Une fois cela, on va définir le problème, on va faire de l'idéation, et puis, autre point fort de la méthode, le prototypage et le test. Donc, à partir de ce qui a été discuté, des idées, on va faire un prototype, on va matérialiser l'offre, on va la tester, et en testant, on va recueillir des réactions humaines, de l'émotion qu'on va réintégrer dans un deuxième cycle d'empathie pour améliorer le produit ou le service de façon itérative. Alors, avantages et limites de ces méthodes, gros avantage, c'est qu'elles mettent l'humain au cœur des décisions. Avec cette empathie, la valeur émotionnelle, elle sera première par rapport à peut-être d'autres critères de décision techniques ou économiques. Et on va chercher avant tout l'expérience utilisateur. La limite, peut-être le point faible de cette approche design thinking, c'est que c'est plutôt un mixte en fait, de plusieurs méthodes techniques et outils existantes, mais il n'y a pas de vraie révolution en fait, méthodologique dans le design thinking. Par contre, c'est une méthode qui a été bien marketée, notamment sur le plan scientifique, puisque c'est celle qui fait l'objet du plus de publications. Autre famille de méthodes, les méthodes orientées business, qui sont en haut à gauche, en bleu, dans la cartographie, avec comme méthode la plus connue le Business Model Canvas d'Osterwalder et Pigneur. Il s'agit ici de concevoir un modèle d'affaires d'une entreprise, d'un produit ou d'un projet, à partir de 9 critères qui sont rassemblés dans ce schéma, qui est un schéma qui permet de discuter donc quel modèle d'affaires on cible un segment de clients sur la droite. À partir de segment client, on va générer des propositions de valeur qui pourraient être faites. À ces propositions de valeur sont associées des activités, des ressources clés, avec un ensemble de partenaires issus d'un écosystème. On va inventer des canaux de diffusion pour ce produit et service, et on va s'interroger également sur les structures de coûts et de revenus. Donc c'est un schéma qui permet en interne de générer de nouveaux business models, de les discuter et de les faire évoluer. Alors, intérêt, limite de la méthode, c'est visuel, vous l'avez vu, c'est très synthétique, d'accord ? Donc c'est assez facile d'accès. C'est une méthode qui est orientée client-marché, qui s'intéresse soit à la création d'entreprises ou à la réorientation d'activités. Et puis, un autre point d'intérêt, c'est qu'elle va s'intéresser aux motivations et aux compétences des partenaires de l'offre. Donc elle va prendre en compte plusieurs parties prenantes pour établir ce business model. Alors la limite, c'est que ça ne remplace pas un business plan. Quand vous voulez créer une société, il faut une étude de marché et puis il faut un plan de financement précis auquel répond le business plan. Donc c'est un outil complémentaire. 5e famille de méthodes, les méthodes orientées créativité. L'une des plus connues, c'est le CPS, Creative Problem Solving. Il s'agit de générer de la créativité d'idées dans la phase d'idéation de l'innovation. Là aussi, plusieurs étapes, certains le présentent en 4 étapes, d'autres en 6, etc. Mais le principe, c'est quoi ? Analyser une situation, un problème, transformer ce problème en défi qu'on va chercher à résoudre. Donc il va falloir adresser ces défis en proposant des solutions qui vont ensuite être testées pour leur mise en œuvre. Alors pour nous testé en tant que professeur à Grenoble IE cette méthode sur des étudiants, avec des étudiants de Master 1,
La grande force, c'est le principe de divergence-convergence. Il y a 2 temps de respiration. La divergence, c'est on suspend tout jugement et on essaye de générer le maximum d'idées pour pouvoir innover. Et puis la deuxième phase, qui est une phase de convergence, où là, on va prendre en compte des contraintes temporelles, financières, bref, toutes les contraintes qu'on trouve dans la vie d'une entreprise pour converger vers une solution à un ou plusieurs défis. L'intérêt de la méthode, c'est qu'elle favorise l'engagement, l'écoute, la prise de risque et l'enthousiasme des participants. La limite, c'est cette phase de convergence, ça, je l'ai vécu avec des étudiants. Quand on arrive à la convergence, l'enthousiasme créatif retombe quelque peu parce qu'on retrouve les contraintes du réel. Dernier type de famille de méthodes, des méthodes orientées connaissance en bleu clair dans la cartographie, avec comme modèle le plus connu le modèle CECI qui nous vient du Japon. Nonaka et Takushi sont les principaux auteurs. Donc CECI, ça veut dire socialisation, externalisation, combinaison, internalisation. Il s'agit ici de favoriser une culture et des processus organisationnels de management des connaissances pour mieux innover. Donc c'est vraiment travailler sur l'organisation avec, comme point d'entrée, faciliter le partage des connaissances dans les entreprises. On ne peut pas s'intéresser à toutes les connaissances, donc on va cibler ce qu'on appelle les connaissances critiques, c'est-à-dire essayer d'identifier les 20% de connaissances qui vont générer 80% de la valeur. Alors le modèle CECI, le voici. Je ne vais pas le commenter parce que ce serait un petit peu long, mais en dire un mot et pour présenter les points d'intérêt. L'intérêt de ce modèle, c'est qu'il distingue 2 types de connaissances essentielles, des connaissances tacites et des connaissances explicites. Donc les connaissances explicites, ce sont celles qu'on peut transférer dans des documents, dans des procédures qualité, dans nos bases de données, dans nos réseaux sociaux, etc. Les connaissances tacites, ce sont toutes les connaissances qu'on a internalisées, mais que l'on n'est plus en mesure d'expliquer à d'autres et donc de transférer. Un exemple concret, quand ma petite fille me demande de lui apprendre à faire du vélo, je suis en difficulté, je ne sais pas tellement l'expliquer. Par contre, je peux lui montrer et je peux l'accompagner pour qu'elle apprenne à faire du vélo. Alors, ce schéma, il est intéressant parce qu'en fait, c'est une grille. Il nous dit qu'il y a 4 principales façons de créer des connaissances dans l'organisation. La socialisation, l'externalisation, la combinaison et l'internalisation. Une des plus naturelles et connues, pour ne citer qu'elle et donner un exemple, c'est la socialisation. Ce sont l'ensemble des échanges humains, des interactions qu'on va favoriser dans les entreprises pour justement créer de l'échange et favoriser le partage de connaissances. Tout simplement, c'est les rencontres autour d'une machine à café, dans une PME, dans une petite structure, qui vont faciliter ces échanges-là. Alors, intérêt et limite de ces méthodes. Intérêt, c'est un cadre pour le management des connaissances dans les organisations. Et puis, prise en compte de différentes natures de connaissances, tacites et explicites. La limite de ces méthodes, c'est qu'on se limite à l'organisation amont, vous l'avez compris, pour favoriser la collaboration pour l'innovation, mais on ne va pas chercher là à faire du développement et de la diffusion d'innovation dans les organisations. Alors voici cette cartographie qui est donc une première étape qui va se poursuivre, qui représente les différentes méthodes orientées d'innovation. Je rappelle que c'est le regard de la science sur ces méthodes et qu'elle ne comprend pas tout un tas d'autres méthodes. Et donc on pourra peut-être en discuter ultérieurement. Voilà. Alors, parmi ces méthodes, les grilles de maturité qui vont être présentées là par Marianne Ledin et Isaac Cap, la méthode de modélisation, elle s'intègre ici, puisqu'en fait, le concept central, c'est la capacité d'absorption des connaissances. Je te laisse la parole. Merci Karine. Je vais peut-être prendre le merci. Donc, vous avez vu qu'à travers ces méthodes, il y a un concept qui est commun, c'est effectivement pouvoir identifier, assimiler et utiliser des connaissances. Donc, qui est vraiment l'objet de notre projet de recherche. Et donc, cette capacité à absorber des connaissances, elle nécessite tout d'abord une capacité d'apprentissage, à vouloir apprendre des autres, puisque la connaissance, elle vient de l'extérieur, et d'échanger avec ces autres. Et cet échange avec les autres, ça va être cette capacité à collaborer. Alors, dans le projet, la capacité à collaborer, on avait la possibilité de choisir la définition de Wolinski, qui est de travailler en collaboration. Cela veut dire prendre la moitié de son temps à expliquer à l'autre que ses idées sont stupides. Donc vous imaginez bien que ce n'est pas du tout la définition que nous avons retenue dans notre projet, mais nous avons beaucoup plus adhéré à la définition de
d'Antoine de Saint-Exupéry, qui dit que la pierre n'a point d'espoir d'être autre chose que pierre, mais de collaborer, elle s'assemble et devient temple. Donc au sein de ce projet, nous avons essayé, puisqu'on est un projet pluridisciplinaire, avec différentes entreprises et différentes institutions, on a essayé effectivement de contribuer et de faire que le projet ASTIC devienne un temple. Alors, sur la capacité d'absorption, comme je vous l'ai dit, la capacité d'absorption nécessite aussi de l'apprentissage, pas simplement de la collaboration, mais de l'apprentissage. Donc nous avons distingué, et ça c'est une spécificité en fait dans le cadre de ce projet, puisque c'est la capacité d'absorption d'une PME dans un réseau collaboratif. Donc elle est intégrée dans un réseau, et donc on se retrouve dans un contexte interorganisationnel. Et au sein de ce réseau, donc, on va pouvoir développer un apprentissage réciproque, donc avec les autres partenaires inclus dans le réseau. Et cet apprentissage réciproque a pour objectif de développer conjointement l'innovation pour laquelle on s'est réunis. Et puis, il y a un autre type d'apprentissage, c'est qu'on va pouvoir aussi, également, en tant que PME, apprendre de cette expérience de réseau et d'innovation collaborative, et donc de tirer des apprentissages propres pour son organisation et essayer d'améliorer sa propre organisation. Alors, ces deux types d'apprentissage, en fait, on s'est rendu compte qu'ils évoluent de ces deux processus qui sont un peu parallèles. Le premier type d'apprentissage, il se réalise au sein donc, du réseau, et le réseau et le projet d'innovation associé, en fait, il a besoin dans un premier temps d'une phase de préparation. Hein, il va falloir identifier les acteurs du réseau, identifier les objectifs du projet d'innovation collectivement, identifier les risques, définir effectivement toutes les notions de partage de la valeur. Et puis, dans un deuxième temps, une fois que son consortium est constitué, on va pouvoir réaliser conjointement l'innovation. Donc ça, c'est le processus qui est associé à l'apprentissage réciproque. Puis parallèlement, vous avez bien sûr un processus de capitalisation, d'amélioration continue, organisé par la PME, où elle apprend de son expérience dans le réseau et elle va pouvoir améliorer ses propres performances. Alors, une fois qu'on a posé ce cadre pour caractériser cette fameuse capacité d'absorption dans un réseau d'innovation collaborative, on va essayer d'analyser quelles sont les pratiques d'absorption, les bonnes pratiques, en vue d'améliorer, bien sûr, les PME qui ont intégré ce réseau en matière de capacité d'absorption. Donc tout d'abord, il faut identifier les pratiques, et puis après, on va évaluer ces pratiques afin d'améliorer la maturité de la PME intégrée dans le réseau, et on va avoir donc des références, des bonnes pratiques pour pouvoir évaluer ces pratiques. Cette évaluation, ça c'est un point important, c'est une évaluation qui va se faire au sein de l'équipe en charge du projet. D'accord ? Donc c'est tous les acteurs participants au projet qui vont pouvoir participer à cette évaluation. Alors après, on a défini dans le cadre de ce projet ASTIC 2 niveaux d'analyse de cette maturité des pratiques. Il y a un niveau global, où en fait ça va se faire sur ces 2 fameux processus et sur 2 types d'apprentissage, réciproque et unilatéral. Et cette évaluation des pratiques, on a développé un outil de maturité pour pouvoir la mener. Et puis après, on s'est aussi intéressé de façon plus locale pendant la réalisation du projet, enfin à la fois la construction et la réalisation du projet. Et donc là, essayer à un moment précis dans le projet, avec l'équipe projet, de faire un zoom sur quelques pratiques qui ont été mises en œuvre pour innover collectivement. Donc moi, je vais revenir sur le premier niveau d'analyse, donc globalement, et vous présenter très succinctement l'outil de maturité qu'on a mis en place, sachant que cet outil sera présenté cet après-midi. Et après, ma collègue Agnès reviendra plutôt sur le 2e niveau d'analyse et présentera aussi les méthodes et outils développés pour évaluer cette maturité. Donc nous, on se place au niveau global. Donc on a décidé de développer un outil de maturité
L'outil de maturité, c'est simplement un outil qui permet de lister des pratiques sur lesquelles une entreprise va pouvoir s'évaluer. Et ces pratiques, normalement, sont des pratiques qui sont considérées comme des pratiques adaptées à la situation dans laquelle elle est. L'objectif de cette évaluation, bien sûr, c'est un outil d'amélioration continue, donc c'est guider la PME insérée dans un réseau collaboratif pour s'améliorer et s'assurer qu'elle va bénéficier de sa collaboration et de sa participation à ce réseau. Alors, à quel moment elle va pouvoir l'utiliser ? Alors, comme c'est un outil de maturité, normalement, c'est un outil qu'on utilise avant pour savoir si on est mature pour faire ce type de démarche. Donc, c'est souvent un outil d'audit, d'accord ? Donc, on peut l'utiliser en amont comme un outil d'audit, mais c'est tout à fait possible, en cours de projet, de l'utiliser aussi afin de pouvoir s'améliorer de façon continue en cours de projet. Et puis, bien sûr, on peut aussi l'utiliser en ex post, comme un bilan au sein du réseau collaboratif pour savoir véritablement quelles ont été les forces et les faiblesses de chacun des acteurs. Le modèle de maturité, il est donc fondé sur les deux grandes étapes, les deux types d'apprentissage, apprentissage réciproque et apprentissage unilatéral. Et au sein de ces trois grandes phases, donc de préparation, de réalisation et puis de processus continu d'apprentissage en interne, on a défini donc la capacité d'absorption. Comme vous a dit Karine, la capacité d'absorption, c'est une valse à 3 temps. Hein. Il y a une dimension d'identification des connaissances externes, une dimension d'assimilation de ces connaissances et après d'utilisation dans le cadre du projet. Donc, on a exprimé ces pratiques. Donc, ces pratiques ont été issues à la fois de la littérature, mais aussi des études de cas qu'on a pu mener dans le cadre de ce projet. On a identifié 84 pratiques qu'on a pu décliner, en fait, des pratiques plutôt orientées action ou orientées attitude. Et partant de ces 84 pratiques, donc, on va demander à l'entreprise de s'évaluer pour savoir comment elle se positionne en termes de maturité. Alors, l'entreprise la PME ne va pas s'évaluer sur ces 84 pratiques, puisque d'abord, il va falloir identifier quelles sont les pratiques adaptées à sa situation. Donc ça va réduire le nombre de pratiques. Alors ici, bon, j'avais un exemple, par exemple, de pratique, mais je vais reprendre, en termes de séparation entre action et attitude. Typiquement, je vais rebondir sur ce qu'a dit, par exemple, Jérôme Lopez ce matin, quand il parlait de son entreprise, et notamment sa capacité à aller chercher de l'information sur les normes, pour essayer d'anticiper et de voir quelles sont les normes de demain et de voir comment il pourrait y répondre. Voilà, donc là, typiquement, vous avez une bonne pratique d'identification de connaissances externes et une pratique qui se fait à la fois en termes d'action, puisque bon, il faut être capable d'aller chercher ces normes, trouver les informations, mais aussi en termes d'attitude, puisque Jérôme a su avoir à la fois un esprit alerte et être assez ouvert pour pouvoir aller capter et identifier cette connaissance qui était vraiment pertinente pour l'innovation qu'il a su mener après par la suite en collaboration avec le grand donneur d'ordre dont il a parlé. Alors, la démarche d'évaluation de maturité, en fait, on a 3 grandes étapes dans notre démarche. La première, c'est une configuration de l'outil. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, parmi les 84 pratiques, toutes ne sont pas pertinentes pour évaluer une PME dans un contexte spécifique d'intégration dans un réseau. Donc il va falloir d'abord déterminer, donc on a un certain nombre de critères qui permettent d'identifier le contexte d'intégration de la PME et son rôle au sein du réseau. Et donc, une fois qu'on a identifié avec la PME ce contexte, on est capable d'identifier les pratiques adaptées à sa situation. Deuxième étape, c'est l'évaluation en tant que telle de la maturité. Donc, par rapport à ces pratiques, comment elles se situent. Et donc, l'identification des points forts et des points de vigilance sur lesquels elle peut travailler. Et troisième étape, en fait, les 2 premières étapes, elles correspondent à l'évaluation d'une PME dans le réseau. Mais après, vous pouvez reproduire cette évaluation sur toutes les PME qui sont intégrées dans un réseau.
Puis après, en tant qu'animateur du réseau, vous allez avoir donc différents niveaux de maturité, vous imaginez bien, selon les PME. Donc après, qu'est-ce qu'on fait de cette information? Donc ça, c'est la 3e étape. On a essayé de développer donc une évaluation en utilisant des méthodes à la fois multicritères et multi-acteurs pour essayer de mettre en exergue, selon le positionnement de la PME dans le réseau, les points forts et les points faibles de cette PME qui contribuent au réseau, et puis d'avoir une évaluation de la maturité, dans ces cas-là, du réseau. Et de pouvoir, à terme, dire quels sont les points forts des différentes PME dans ce réseau et quels sont les points faibles en termes de pratique d'absorption et quelles actions on peut mettre en place. Voilà. Je vais laisser la parole à ma collègue qui, donc, elle, va parler plus de la capacité d'absorption sur un point précis dans le projet. Merci Marianne. Bien, bonjour à tous. Donc, effectivement, moi, je vais vous présenter donc, un autre des résultats du projet ASIC qui s'appelle la méthode ISEA-CAP. Donc, c'est une méthode qu'on a développée en collaboration avec les 3 laboratoires impliqués, donc le laboratoire CERAG, le laboratoire GESCOP et le laboratoire LIG. Et c'est une méthode qu'on peut voir comme une méthode d'amélioration continue. Alors, à la fois, en fait, des processus qui ont été suivis pendant le projet d'innovation, et puis également, bien sûr, puisque c'était l'objet d'étude, de la capacité d'absorption des connaissances externes de chaque PME impliquée dans le réseau collaboratif. Alors, on l'a principalement expérimenté en intra-entreprise, c'est-à-dire qu'on a fait des expérimentations, on est allé dans certaines entreprises pour voir comment elles avaient vécu le projet d'innovation de leur point de vue. On aurait pu aussi le faire en inter-organisationnel, c'est-à-dire avoir des représentants de chacune des entreprises pour étudier un petit peu comment l'échange de connaissances était fait d'un point de vue inter-organisationnel. Donc par rapport à ce dont Marianne a parlé tout à l'heure, on est à un niveau plutôt local d'analyse de la maturité, c'est-à-dire qu'effectivement, on se concentre plutôt sur un moment d'un projet d'innovation, donc plutôt en phase de réalisation d'ailleurs, et on pourrait aussi le faire en phase de préparation, donc en avant-projet, mais pour le moment, c'est plutôt un moment d'un projet passé en phase de réalisation et un projet passé. C'est-à-dire qu'effectivement, quand est-ce qu'on va pouvoir utiliser notre méthode? C'est en général plutôt après un projet d'innovation passé, donc qu'il soit réussi ou en échec, pour analyser ce qui s'est passé pendant ce projet d'innovation, pour comprendre ce qui s'est passé, et puis en vue de s'améliorer de façon continue sur en particulier nos pratiques d'absorption de connaissances. Donc, à quoi ça sert cette méthode? J'ai mis 3 points ici. Donc c'est principalement une prise de recul sur ce qui s'est passé pendant le projet du point de vue de l'entreprise pour qu'elle puisse améliorer ses pratiques d'innovation sur à la fois le processus et puis également l'acquisition de connaissances externes. C'est bien sûr aussi de l'apprentissage et de la capitalisation pour les prochains projets d'innovation. Et puis on s'est rendu compte aussi qu'il y a une forte dimension de team building dans cette méthode, parce que comme c'est du participatif, c'est une méthode participative, donc c'est tous les acteurs du projet d'innovation au sein de l'entreprise qui vont se mettre ensemble pour discuter, pour modéliser leur processus d'innovation. Et donc il y a une très forte prise de conscience de chacun des acteurs sur les pratiques, les échanges d'informations. On s'est aperçu que parfois on pense travailler d'une certaine manière, on pense que l'information circule d'une certaine manière, mais en fait, c'est pas tout à fait ça. Donc c'est une prise de conscience intéressante et une dimension team building qui est assez importante. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement? Donc, c'est une méthode qui s'appelle ISEA-CAP. Alors, ça veut dire identification, simulation, évaluation de la capacité d'absorption des connaissances externes. Et puis aussi un outil qu'on a développé, donc, puisqu'il y a le laboratoire d'informatique de Grenoble qui était impliqué, qui s'appelle EasyZ, qui sont basés tous les deux sur une approche participative et ludique. Donc participative, j'insiste, c'est en fait vraiment les acteurs des projets collaboratifs d'innovation qui vont jouer la méthode, qui vont exécuter la méthode. Donc il n'y a pas d'experts, de conseillers en innovation, c'est vraiment les acteurs qui prennent en main la méthode. Et puis il peut y avoir un animateur dans l'entreprise, au sein de l'entreprise, qui va faire l'animation pour que cette méthode se déroule. Et donc voilà, c'est une méthode qui va permettre de rejouer un moment d'un projet passé. Donc en fait, il y a 4 phases dans la méthode. La première phase, on part de la modélisation du processus, donc on se remémore qu'est-ce qu'on a fait dans le processus, quelles étaient les principales étapes qu'on a faites dans le processus, et aussi avec qui on a échangé
des documents avec qui on a échangé, qui est-ce qu'on a eu besoin de consulter, d'aller voir pour acquérir nos connaissances. À partir de ce processus, on va pouvoir extraire la connaissance. Alors ça ne se fait pas aussi simplement parce qu'on s'est rendu compte que demander à des acteurs de l'entreprise quelles sont les connaissances que vous aviez échangées, ce n'est pas facile de répondre à cette question-là. Donc on va plutôt partir des documents, des informations qui sont contenues dans les documents échangés pendant le processus d'innovation, pendant le projet d'innovation. Et puis, à partir on va construire petit à petit une cartographie de connaissances. Et à partir de cette cartographie de connaissances, on va s'intéresser à comment la connaissance s'est transformée pendant le projet. Qu'est-ce qui s'est passé pour que les connaissances évoluent au cours du projet, et en particulier avec l'apport de connaissances externes. Et puis, ensuite, une fois qu'on aura cette cartographie de connaissances, on va pouvoir comparer et les pratiques qui ont permis de savoir comment la connaissance est construite pendant le projet, on va pouvoir comparer ces pratiques aux bonnes pratiques dont vous a parlé Marianne avant. Et ça va nous permettre d'enrichir les pratiques des entreprises pour pouvoir, en général, plutôt dans de futurs projets d'innovation, pouvoir améliorer les pratiques. Voilà. Donc c'est quatre phases. Alors quand je vous disais tout à l'heure que c'est du participatif et que c'est une méthode qu'on veut insérer au sein des entreprises, en fait ces 4 phases, chacune de ces phases prend à peu près 2 heures, donc ça fait on va dire 4 fois 2 heures ou même 3 fois 2 heures. Donc dans la première phase, on va modéliser les acteurs, on va identifier les acteurs du projet d'innovation, les activités de ces acteurs et puis les échanges de documents pendant le projet. Ensuite, on va donc dans la phase d'élicitation des connaissances, donc à partir des documents, identifier quelles étaient les connaissances qui ont été créées et comment elles ont été créées et quand et comment les connaissances externes étaient acquises et transformées. Dans la phase d'identification des pratiques, donc c'est le zoom sur les transformations des connaissances pour savoir qu'est-ce qui s'est passé dans l'entreprise, comment les connaissances ont été acquises et transformées. Donc c'est les pratiques organisationnelles. Et puis après, donc dernière phase, évaluation pour pouvoir justement comparer les pratiques de l'organisation aux bonnes pratiques et permettre à l'entreprise d'avoir un retour sur ce qu'elle fait, ce qu'elle ne fait pas encore et qu'elle pourrait peut-être faire. Voilà. Donc je vous présente pas en détail, mais donc chacune de ces phases donne lieu à un résultat sous la forme d'un modèle, parce qu'on est quand même un laboratoire d'informatique où on fait des modèles. Donc un modèle de processus ici, où vous voyez que, on y reviendra cet après-midi dans l'atelier 2, je fais un petit peu de pub. Donc on a ici les différentes activités qui sont faites par les acteurs. En rose, ce sont les acteurs externes qui nous ont apporté des connaissances à un moment du projet. Les acteurs externes pouvant être nos partenaires, bien sûr. Ensuite, on va faire des modèles de connaissances. Donc là, on voit une cartographie de connaissances où les connaissances sont transformées au cours du projet, ce qui permet aussi d'identifier quelles sont les nouvelles connaissances qu'on va pouvoir générer et potentiellement utiliser dans d'autres projets. Et puis, dans les 2 dernières phases, on va identifier les pratiques de l'organisation, c'est la 3e colonne, les qualifier, est-ce que c'était des pratiques qui étaient satisfaisantes, pas satisfaisantes, collectives, partagées par les différents acteurs ou individuels, et puis comparer ces pratiques aux bonnes pratiques dont on vous a parlé avant. Voilà, donc je crois qu'on a à peu près fait le tour. Donc juste pour conclure, donc les 2 méthodes seront la grille de maturité et la méthode ISACAP feront l'objet des ateliers 2 et 3, donc 2 pour la méthode ISACAP et 3 pour la grille de maturité. L'atelier numéro 1, ça sera un focus sur les méthodes qui vous ont été présentées par Karine. Donc ces 3 ateliers auront lieu en parallèle de 13h30 à 14h45. Et puis après, tu veux dire un mot sur les ateliers suivants ? Je peux préciser pour l'atelier 1, puisque Julien Solaire de la société Ixiad qui est présent ici et moi-même allons l'animer. Donc dans le premier atelier, on travaillera ensemble sur les bonnes manières d'identifier, les bonnes pratiques d'identifier la méthode dont on a besoin en fonction de son projet d'innovation quand on a une PME. Donc ça, ce sera à 13h30 aussi, donc en parallèle de l'atelier 2 dont il vient d'être question, et l'atelier 3 qui portera sur la grille de maturité présentée par Marianne tout à l'heure.
Et puis, donc ces ateliers dureront 1h15. Il y aura un petit battement d'un quart d'heure entre les deux ateliers, entre les deux temps des ateliers. Et à 15h, on aura cette fois l'atelier 4, 5 et 6. Donc un atelier sur la digitalisation des PME et l'innovation collaborative. Un atelier 5 sur la recherche en sciences sociales et comment les PME peuvent travailler avec la recherche en sciences sociales, apporter des terrains. Et puis un atelier 6 qui sera animé par Floralis, donc la filiale valorisation de l'Université Grenoble-Alpes, sur la manière de contractualiser avec l'université dans des contrats de collaboration, d'exploitation, de licence, etc. Lorsqu'on est une PME.